Rebonjour à tous et merci de venir participer à cette nouvelle table ronde qui a pour thématique l'ORECA, donc l'hôtellerie-restauration, le secteur de l'hôtellerie-restauration, internaliser ou externaliser l'entretien du linge. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la gestion du linge dans un hôtel est un atout concurrentiel, mais à condition d'être optimisé. C'est d'ailleurs bien là toute la problématique. En tant que directeur ou directrice d'hôtel, gouvernant, gouvernante ou restaurateur, vous souhaitez résolument assurer au quotidien la totale satisfaction des clients tout en les protégeant contre les risques infectieux. Assurer une hygiène du linge parfaite est donc l'une de vos priorités au quotidien. Comment procéder pour avoir toujours à disposition du linge d'une propreté exemplaire sans y allouer un budget excessif ? Vaut-il mieux externaliser la prestation ou l'internaliser? Nous allons procéder à un échange de points de vue avec nos experts, que j'accueille donc autour de cette table et que j'invite à se présenter. Donc je commence par le bout. Louis. Donc, bonjour, Louis Desmézières, chargé d'affaires grand compte pour la société Sebi, qui est une entreprise qui vend des solutions globales de blanchisserie sur la région Haute-Normandie, Île-de-France et depuis récemment la région lyonnaise. Donc voilà, chargé sur les EHPAD mais aussi sur l'hôtellerie, donc avec des groupements tels que Accor, Logis, Hôtel. Voilà. Pascal. Bonjour à tous, Pascal Allaher, meilleur ouvrier de France, nettoyeur, apprêteur, teinturerie, formatrice avant d'être meilleur ouvrier de France. Et aujourd'hui, ma plus grosse marché de clientèle, c'est les formations dans les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles et hôtels de luxe, et de plus en plus de demandes de leur part sur de l'audit, du conseil, du choix de matériel, choix d'implantation, des produits, voilà, de la création de la lingerie. Merci Pascal. Et Serge? Bonjour, Serge Charles, consultant en linge en blanchisserie. Et puis, pendant 25 ans, j'ai été directeur des achats du groupe Accor, en charge en particulier de la blanchisserie sur les 5 continents pour tous les hôtels du groupe. Merci Serge. Alors, pour démarrer, une question un peu d'ordre général, mais j'aimerais connaître votre sentiment sur ce marché. Observez-vous une tendance à réinternaliser la fonction linge ou au contraire à l'externaliser? Et autant, la question vaut autant sur le linge plat, les éponges, que sur les tenues des employés. Qui veut se lancer? Louis. Alors, d'une manière générale, c'est depuis quelques années une tendance qui est forte de réinternaliser la fonction linge dans le milieu hôtelier. Pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a une volonté de ne plus être dépendant des loueurs de linge d'un point de vue purement logistique, de pouvoir assurer l'approvisionnement en linge et de disposer à tout moment du linge pour les chambres. Il y a aussi une volonté d'assurer le meilleur service pour les clients, de traiter en interne le linge justement, et une notion de coût, de pouvoir justement maîtriser ses coûts, que ça soit justement par la consommation de lessive, le matériel, l'entretien, plutôt que d'être encore une fois dépendant de sous-traitance. Serge, peut-être? Oui, pendant 20 ans, j'ai poussé les hôtels du groupe Accor à externaliser, considérant que la blanchisserie, ce n'était pas notre métier, il fallait laisser ça à des experts. Et depuis quelques années, j'ai fait complètement machine arrière parce que je trouve que le marché de la blanchisserie industrielle a évolué. Et il a évolué, je dirais, malheureusement, pas forcément en bien pour les hôteliers, puisque de plus en plus... on a des concentrations de blanchisseurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut de la bonne qualité, il faut plutôt, je schématise, mais il faut plutôt aller vers des petits blanchisseurs régionaux que d'aller vers des grands blanchisseurs nationaux qui se préoccupent plus de leur productivité et de leur gain que de la qualité du service qu'ils vont apporter à leurs clients. D'accord. Pascal? De plus en plus, on réinternalise la fonction linge. Je vais rebondir sur ce que disait Louis pour gérer sa qualité, en fait. Sa qualité de rendu, éviter les litiges avec les clients, que ce soit en service valet-service. Enfin, dans les hôtels, ils appellent ça le valet-service, mais nous, c'est le service pressing.
Il y a ça aussi pour gérer la logistique, éviter les retards. Donc là, je rejoins Serge. Et puis, quand on réinternalise le linge, sur la partie coût, il y a la partie de production où on baisse en coût. La consommation d'eau, la consommation des lessives. Mais il y a aussi le réassort du linge. Quand on réinternalise la fonction linge à l'intérieur de l'hôtel, on s'est rendu compte qu'on évitait de racheter 50% du linge, en fait. Oui, c'est quand même énorme. C'est énorme parce que c'est un des budgets les plus importants. Et puis, il y a des fois où on n'a pas le choix de réinternaliser parce que soit le sous-traitant blanchisserie a changé et il y a une perte de qualité. C'est du vécu, ça m'est arrivé sur un hôtel en Bretagne, un bel hôtel en Bretagne, où justement il a réinternalisé pour cette raison-là. Et il y a des fois, je me rappelle d'une discussion avec le collaborateur de Serge qui disait qu'on n'a pas le choix de réinternaliser parce qu'on n'a pas de blanchisseur à proximité. Donc voilà différentes raisons. Ce qu'on peut rajouter, c'est aussi une volonté de vouloir diminuer son impact environnemental, qui est très RSE et dans l'air du temps en ce moment, et heureusement. Mais c'est vrai que du coup, c'est une bonne manière de diminuer l'empreinte carbone. C'est de réduire en fait le nombre de kilomètres, c'est que tout est fait en interne. Donc on n'a plus besoin de devoir missionner des camions, aller faire des allers-retours à des blanchisseries qui sont parfois à plusieurs centaines de kilomètres de l'hôtel. Et pour rebondir sur l'empreinte carbone et sur justement le choix écologique, c'est qu'en réinternalisant la fonction linge, je vais faire le choix de mes propres produits lessiviels. Je vais travailler plus en basse température avec des bonnes machines. Je vais éliminer l'eau de javel qui va me causer des problèmes, la destruction du linge, les allergies aux clients. Voilà, plein de petites raisons pour lesquelles on met de plus en plus de blanchisserie à l'intérieur des hôtels. D'accord. Serge, vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure? J'allais dire ce que Louis a dit, à savoir sur le plan écologique. On a calculé qu'une serviette ou un drap de bain ou un drap faisait 25 000 à 35 000 km par pendant sa vie. Donc, et en internalisant ça, on le supprime. Oui, ça permet de réduire un peu effectivement l'empreinte carbone de l'hôtel, j'entends. Donc une tendance claire, a priori, à plutôt réinternaliser cette prestation au sein de l'établissement. D'accord. Alors j'entends ce que disait Louis aussi sur les problèmes de proximité et de présence d'acteurs, simplement aussi pour pouvoir répondre quand on souhaite externaliser. Et chaque profil d'entreprise étant différent, qu'est-ce qui doit guider le choix d'un hôtel ou d'un restaurant quant à la stratégie à adopter pour sa fonction linge ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'une part le type de linge traité. Quelle solution je vais pouvoir mettre face à ces types de linge qui nécessitent des contraintes et des adaptations de matériel spécifiques. On a aussi la surface disponible. Est-ce que j'ai réellement la place dans mes locaux pour faire une blanchisserie ? La quantité de linge que je vais avoir aussi, qui vont justement m'amener à respecter certaines règles, certaines normes en fonction des quantités de linge. Mon personnel aussi, qui est une notion qui est assez importante dans l'hôtellerie, là où on est sur finalement un secteur où il est difficile de recruter. Là encore. C'est ça. Donc non, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte avant d'internaliser et qui sont justement très importants pour ce sujet. On a des hôtels aussi qui préfèrent en étude réinternaliser qu'une seule partie du linge. On a des hôtels qui fonctionnaient tout en extérieur. Et en fait, par galop d'essai, si on peut dire, ils préfèrent réinternaliser que la partie éponge, ou que la partie uniforme, ou que la partie linge client. Et le reste continue à partir en extérieur. J'ai des clients qui font partir en extérieur que les draps, parce que ça nécessite une sécheuse repasseuse, qu'ils n'ont pas la place. Donc, ils préfèrent garder la partie... C'est plus rentable aussi, je crois, les éponges, les faire en interne. Donc voilà, on garde la partie éponge, spa, et ce qui est plus embêtant à faire et qui coûte moins cher, on le sort. Oui, donc il y a plusieurs formules. Il y a faire seul, il y a faire un mix. Je fais seul sur une certaine typologie d'articles textiles et le reste, j'externalise. Et il y a la formule j'externalise tout. Sur cette dernière formule, j'avais une question à vous poser qui était la suivante. Je vais peut-être la poser à Serge en premier. Pourquoi est-ce qu'on choisit de tout externaliser
de ne pas partir sur un mix ou de ne pas réinternaliser. Et si on n'a pas le choix et on part sur cette stratégie, qu'on opte pour cette solution, sur quel point est-ce qu'on doit être vigilant? Alors, sur l'externalisation, oui. Sur un principe d'externalisation totale. Je crois que si on a de bons prestataires locaux ou régionaux, on peut effectivement se permettre de confier le traitement de son linge à un fournisseur. Vous avez de très très bons blanchisseurs régionaux en France et franchement, ça vaut le coup de travailler avec eux. Les points de vigilance, ou plutôt une des premières questions, est-ce qu'on travaille en location ou est-ce qu'on travaille en blanchissage externe? Là, je dirais, ça va dépendre de l'hôtel, ça va dépendre de beaucoup de choses. Si vous êtes dans du 5 étoiles, vous avez envie très certainement de personnaliser votre linge, que d'avoir des draps en percale, par exemple, 300 fils, ou alors d'avoir des éponges de 550 grammes, plutôt que le 450 grammes qu'on trouve partout ailleurs. Donc, c'est quand même un avantage dans ce cas-là de travailler en blanchisserie. Le problème, c'est que beaucoup de loueurs blanchisseurs vont refuser de travailler en blanchissage parce qu'ils gagnent beaucoup mieux leur vie en vous faisant de la location. Donc ça devient un petit peu compliqué et ça nécessite une négociation avec son blanchisseur. Mais chez les régionaux, chez les locaux, on trouve des gens qui acceptent tout à fait de travailler en blanchissage. Et à mon avis, ça peut être aussi une très bonne solution. D'accord. Peut-être non, Louis-Pascal? Non? Pas de réaction? Tout a été dit. Tout est OK. Tout est OK. Très bien. On valide. Alors, est-ce qu'il existe une formule, la formule magique, pour calculer le coût de la gestion du linge d'un établissement? Oui, ça peut exister. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fonction des paramètres qu'on a cités en amont, on peut trouver facilement une formule de calcul qui permet derrière de savoir si on va amortir nos coûts ou si on va des fois être plus cher que la sous-traitance. Mais la réalité du terrain, c'est qu'on arrive quand même à être moins cher qu'en externalisant. Et donc pour ça, en fait, en fonction des types de linge, on va définir du matériel et donc des coûts différents. Tu le disais tout à l'heure, c'est que la sécheuse repasseuse, elle va être essentielle quand on va avoir du plat, du grand plat, mais c'est un coût qui est assez important. C'est une solution technique qui nécessite beaucoup d'aménagement en termes de locaux, donc les réseaux techniques, etc. Donc c'est pour ça qu'on a d'autres solutions à proposer, nous par exemple en termes de linge. La solution qu'on a avec Standard Textile, qui est ici, c'est qu'on a des draps qui sont tout séchés, pas besoin de repassage. Et donc cette solution-là, par exemple, permet de diminuer les coûts d'internalisation et du coup de rester dans des... Est-ce que tu peux expliquer le principe du tout séché? Alors, que ce soit clair pour tout le monde. Le tout séché, c'est que ce type de linge-là, dans sa fabrication, il est déjà, on appelle ça pré-froissé, mais surtout gaufré. Et en fait, il ne nécessite pas d'être passé en calandre. On le lave, on le sèche en séchoir, et derrière, on va tout de suite le remettre en forme, donc le plier en carré, ou parfois même pour les housses de couette, on va les plier en boule. Et donc, ça va permettre en fait de ne pas les passer du temps à calandrer. Donc, un énorme gain de temps et surtout un gain de place vis-à-vis du matériel. Deux laveuses, deux séchoirs, un séchoir, une laveuse en fonction de la place. Mais ce qui permet surtout de se passer de sécheuse repasseuse. Et donc de personnel aussi. On gagne du temps en production, moins de matériel et surtout au niveau de la masse salariale. Je n'ai pas besoin de mettre quelqu'un dédié à la sécheuse repasseuse. Moi, je voudrais rebondir sur le fait où ça va peut-être convenir à une certaine catégorie d'hôtels. Mais il y a une catégorie d'hôtels 5 étoiles et luxe, là où on est sur des grammages et sur des quantités de fils par centimètre carré qui sont nécessaires et qui donnent la différence de qualité, la différence de luxe d'un palace à un autre. Donc, du tout séché, ça ne pourra pas passer dans un palace. Oui, je suis complètement d'accord. Ok, du coup ça me permet de rebondir directement sur une autre question que je souhaitais vous poser, c'est que dans les trois cas, c'est-à-dire qu'on soit sur une prestation internalisée, externalisée ou un mix, se pose quand même la question du linge,
très clairement. Oui. Et la question que je souhaitais vous poser est la suivante. La question du choix du linge, en fait, tant dans sa provenance que dans sa qualité. Est-ce qu'il y a des tendances en la matière que vous identifiez? Voilà. Qui veut prendre la parole? Serge? Les tendances, je dirais, on regarde ce qui existe sur le marché et puis après on fait son choix. De tendances, moi je parlerais plutôt de, un petit peu comme le disait Pascal, de gamme, à savoir, on va parler par exemple de 50-50 dans le 2 étoiles, 60 ou 70% de coton et 30% de polyester, mais dès qu'on va passer sur du 5 étoiles, à mon avis, c'est pas possible. Il faut passer directement sur du 100% coton, voire du 300 fils minimum. Autrement, vous n'avez pas la qualité qui est celle qu'on attend en tant que client dans ce type d'hôtel. Plus effectivement en fonction de la typologie, les profils des établissements hôteliers. Et en termes d'origine, on parle beaucoup de transition écologique, c'est une des thématiques, l'environnement, encore une fois, je le redis, du salon, une thématique majeure. On nous fait croire que beaucoup de produits viennent de France, mais en fait, ils sont finis en France. C'est-à-dire on fait la finition, mais la plupart du temps, ce sont des rouleaux de 500 mètres qui arrivent au plus près de Turquie et au plus loin de Chine. Alors, ce qui est intéressant en ce moment, c'est le coût du transport qui est devenu tellement élevé qu'on cherche des alternatives un peu plus proches. Et aujourd'hui, le Pakistan ou même la Turquie deviennent beaucoup plus intéressants qu'il y a encore quelques années. On a quand même pourtant des tisseurs en France. Le choix d'achat du linge va dépendre de la catégorie de l'hôtel, en fait. Là, je reprends ce que disait... quand on est sur un 3 étoiles, 4 étoiles, on peut être sur du 50% coton, 50% polyester. Donc là, c'est vrai que la sécheuse repasseuse, même sans ça, on lave, on sèche, on plie, merci, au revoir. Par contre, quand on arrive sur un certain niveau d'hôtel, ça fait partie des critères de l'hôtel. Je reprends sur ce que je disais tout à l'heure, mais d'avoir un grammage, d'avoir une qualité de fil, un percale. Et puis quand vous êtes sur une qualité... sur certains hôtels de luxe, eux, ce qu'ils achètent, il y a le textile, mais il y a aussi la marque du textile. D'où il vient le textile? Vous avez, je ne vais pas faire de la publicité pour Garnier-Thiebaud ou RKF, ou voilà, mais vous avez des hôtels qui n'achètent que ça parce que le propriétaire de l'hôtel ne veut que ça. Donc il y a cette partie-là. Vous avez des hôtels qui vont acheter, qui sont dans un développement, on va dire, qui pensent acheter dans du développement durable, donc ils vont faire attention aux catégories de tissus bio ou des fibres dites écologiques à produire, comme par exemple le bambou. Ça peut être aussi le côté environnemental. Et il y a plein de critères sur le choix du linge. Moi, j'ai vu des hôtels qui choisissaient leur peignoir de spa parce que tel fabricant de peignoir avait sorti un brevet qui allait être tout doux pour le client. Et donc, on va acheter une catégorie de peignoir, mais sans penser que cette catégorie de peignoir bien spécifique, ça sera une autre façon de le laver que les autres peignoirs qu'on va mettre en chambre. En chambre, ce qu'on appelle la partie hébergement, on va mettre des peignoirs en coton avec un grammage, donc avec un poids relativement épais. Mais pour le spa, on va mettre, le même hôtel va mettre des peignoirs avec des bouclettes bien spécifiques qui ne supportent pas la chaleur. Donc il ne faut pas un sèche-linge à gaz parce que sinon ça crame les bouclettes. Donc voilà, je suis désolée, je suis partie dans du technique, mais c'est du vécu. Donc, voilà, donc il y a plein de critères pour le choix du linge. Il y a rien que l'espace de stockage aussi qui peut être... voilà. Il me semble qu'il y avait eu quelques années en arrière une tentative de sortir du blanc. On était parti sur du linge cru. On en est où en fait de cette approche, tentative? Non, pour moi c'est qu'une question de mode. En général, les hôtels ils reviennent au blanc rapidement. J'ai entendu que certains hôtels qui se plaignaient que leur linge logoté disparaissait plus rapidement, donc ils avaient fait le choix de ne plus mettre de linge logoté. Donc en fait, ça joue d'un hôtel à un autre. Non, moi j'ai fait plusieurs expériences justement sur du linge cru parce que ça m'évitait de faire une opération de blanchiment qui le micro, s'il vous plaît. Pollue. Et malheureusement, on a arrêté à chaque fois
C'est le client qui ne comprenait pas, qui avait du mal à comprendre qu'on ait du linge de cette couleur. Pourquoi le linge n'est pas blanc, en Voilà. fait. D'accord. Louis, non, c'est bon. Sur le linge, on est raccord? On est raccord. Alors, une autre question. Est-ce que les directeurs d'établissement sont soumis à une réglementation spécifique dans le cas d'une buanderie intégrée? Et je rajoute des petites questions bonus. Quid de la prévention des risques en la matière? Ce qui pose la question, c'est 4 questions en une, hein. Ce qui pose la question de l'information, du choix des équipements et de la formation. Alors, en termes justement de règles qu'ils doivent respecter, on est sur les mêmes règles que celles du bâtiment. Nous, on doit s'adapter au classement du bâtiment. Est-ce que c'est un ERP de catégorie 5, 4, etc. Et en fonction de ça, ça va conditionner la blanchisserie qui va devoir respecter ces normes-là. Est-ce que finalement mon local est bien protégé et va assurer que je respecte bien les normes coupe-feu, etc. Hormis ça, d'un point de vue purement technique, il n'y a pas spécifiquement de règles, hormis celle de la blanchisserie classique qui dit qu'au bout de 500 kg par jour, on doit respecter avec des systèmes de cuves de rétention pour la partie chimie. Mais hormis ça, n'importe quel hôtel, j'ai envie de dire, peut traiter en interne mettre en interne sa blanchisserie tant qu'elle respecte ces règles-là. Donc après, on va rebondir sur les suivantes questions. C'est que d'un point de vue prévention, nous on préconise toujours des formations, que ce soit sur le matériel, l'ergonomie du matériel, des pratiques, etc., de manière à éviter tout ce qui est TMS pour les travailleurs, adapter le matériel aussi pour éviter tous les mouvements répétitifs qui vont derrière causer des arrêts professionnels, ce genre de choses. Donc c'est limiter tous ces risques en amont par le choix du matériel et par le process, pour pouvoir assurer justement un service de lingerie efficace. TMS pour troubles musculo-squelettiques. Pascal, peut-être, je pense que c'est intéressant que tu donnes ta vision sur la question de la formation. Ouais, j'ai de plus en plus de demandes d'hôtels justement sur l'implantation de la lingerie. Donc, on leur recommande la méthode RABC, mais c'est qu'une recommandation, c'est pas une obligation. Aujourd'hui, les créateurs de blanchisserie, lingerie, très souvent, quand c'est un hôtel, demandent à un architecte. L'architecte se tourne vers un cuisiniste. Donc ça, c'est assez dommage parce que le cuisiniste, lui, va reporter ça en sous-traitance sur un fabricant ou distributeur de matériel qui mettra ce qu'il a envie de mettre. Ça, c'est mon grand regret. Depuis quelques années, les hôtels se rendent compte de l'importance de la lingerie et demandent de plus en plus de formation et de conseils là-dessus vers des personnes compétentes. Donc ça, c'est déjà un plus. C'est une des raisons pour laquelle mon milieu hôtelier a augmenté de 50% ces derniers temps. Et là, on essaye de faire une marche en avant qui soit un peu plus logique sur la partie formation et sur les troubles musculo-squelettiques. On essaye de proposer des matériels qui soient, on va dire, plus ergonomiques. Et voilà. On parlait ce matin de la simplification également de l'utilisation de l'ensemble de ces machines. Ça, c'est quelque chose que tu constates, Pascal, sur le terrain également? Oui, de plus en plus. Et il faut simplifier le matériel parce que dans le milieu hôtelier, ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des équipes en lingerie d'hôtel ne sont pas des professionnels et ne seront pas des professionnels. Sur Paris, c'est des gens qui sont formés sur le tas. De plus en plus d'hôtels commencent à penser à la formation, d'où mes interventions sans être prétentieuses. Mais sur tout ce qui est secteur touristique, ce sont des personnes qu'on embauche pour une saison, donc pour 4 mois, 5 mois. À la fin de la saison, elles s'en vont. Elles vont faire cuisine, elles vont faire autre chose. Et c'est pas dit qu'à la saison suivante, elles reviennent dans la lingerie. Donc en fait, on va les former en 2 jours pour faire un métier de 4 mois qu'elles ne referont plus jamais de leur vie. Et tous les ans, ça recommence. Donc on n'a pas des professionnels et on n'aura pas des professionnels. Donc il faut simplifier le matériel. D'où mes recommandations sur certains mannequins très simples. Quand je voyais des distributeurs de matériel ou des fabricants de matériel qui vendaient des mannequins super compliqués dans des lingeries, même encore maintenant, et que le mannequin n'est pas utilisé parce qu'il est tellement compliqué que en fait, la personne qui est en lingerie préfère faire la chemise à la table,
Je trouve ça dommage, alors que la machine est là, qu'elle coûte 20 000, 25 000 euros. C'est dommage. Et voilà, c'est des gens où il y a une rotation du personnel très importante. Serge, peut-être? Oui, je rajouterai simplement un point, c'est que surtout, il ne faut pas que ce soit tout le personnel de l'hôtel qui, à tour de rôle, s'occupe de la lingerie. Sinon, vous allez casser le matériel, ça va être fait n'importe comment. Il faut une directrice ou un directeur motivé par le sujet, qui nomme un responsable, même si c'est une femme de chambre, qu'elle soit responsable, je dirais, du fonctionnement, des protocoles, etc. etc. Et sinon, vous allez voir, toutes les machines vont être en panne au bout de 3 mois, si tout le monde s'en sert, puis on dira toujours, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Ça peut être le night audit, ça peut être 2 femmes de chambre qui font 2 heures de plus par jour et qui sont vraiment vouées à ce métier-là et qui le feront très bien. Louis, peut-être quelques mots sur la directive machine. Je pense que ça peut être intéressant parce que, alors, je ne sais pas si sur le terrain vous rencontrez beaucoup de buanderies intégrées avec des machines domestiques. Je pense que ça doit arriver. Vous confirmez? Oui, je confirme. Trop souvent. Ok, trop souvent, très bien. Donc ce serait peut-être intéressant pour les auditeurs d'expliquer en quoi ils ont cette obligation-là, en vérité. Alors, Utiliser du matériel professionnel. la directive machine, hein, c'est ce qu'on appelle la norme 42 CE. C'est une norme qui dit que dans un établissement qui accueille du public, donc finalement tout type de RP, hôtel, restaurant, on doit avoir du matériel à vocation professionnelle qui est certifié pour un usage professionnel. Ce qu'on rencontre trop souvent, c'est que finalement les hôtels font un petit peu l'impasse sur le matériel et vont à l'économie, donc en achetant du matériel ménager, mettent à disposition de leurs employés pour traiter des mops, quelques éponges de l'hôtel, sauf que finalement ces machines-là ne sont pas aux normes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, ça peut impliquer de grosses conséquences d'un point de vue assurance, etc. C'est que si jamais ça déclenche un feu, potentiellement, l'établissement pourrait être mis en cause parce qu'il n'a pas mis du matériel à vocation professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est rappelé quasi tous les jours en fait, hein, sur le secteur. Moi, je le répète vraiment tous les jours sur tous les hôtels, que ce matériel-là, finalement, il est interdit en hôtel. Je voudrais rebondir, il y a le côté risque matériel, mais il y a le côté aussi accident du travail. Si vous avez une employée qui se crée un accident avec du matériel domestique, il faut savoir que ce n'est pas la sécurité sociale qui va payer ces opérations, ces indemnités journalières. Ça va être l'employeur, parce qu'il n'a pas mis du matériel apte à assurer sa sécurité. Au-delà de ça, c'est qu'on pourra rajouter un autre point, c'est que les fabricants ont vraiment, les fabricants qu'on connaît tous finalement ont un cahier des charges et ont des notions d'ergonomie qui ne sont pas forcément celles du ménager. On va chercher du compact, voilà. Sauf que finalement à l'utilisation ça ne fonctionne pas derrière. On a des machines qui sont très basses, qui ne sont pas prévues pour charger beaucoup de linge. On ne va pas pouvoir adapter les programmes de chimie, on ne va pas pouvoir faire tout ça. Donc il faut vraiment prendre tout ça en compte, que ce soit le normatif, la sécurité, et puis même derrière la partie opérationnelle et la qualité du linge. Absolument, c'est ce sur quoi j'allais justement intervenir, donc on est d'accord. Je reviens vers Pascal avec une question plus en lien avec le personnel. En quoi consiste le métier de gouvernant, gouvernante et celui de linger, lingère? La gouvernante, elle a un rôle important dans un hôtel. C'est elle qui va gérer tout le service HK, enfin ce qu'on appelle HK, donc housekeeping. C'est elle qui va s'occuper, organiser le travail des femmes de chambre, des valets de chambre, qui va gérer la propreté des chambres, des lieux publics. Une gouvernante générale peut être soit consultative au niveau de sa direction, soit avoir une prise de décision dans le choix du matériel, dans le choix de la lingerie, l'implantation de la lingerie aussi. C'est elle qui est responsable de la partie propreté, c'est son grand travail, et elle va devoir gérer le côté humain de ses collaborateurs. J'avais une gouvernante générale qui est meilleure ouvrier de France, à qui je m'entends très bien, qui me disait toujours une gouvernante générale doit avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est pas faux. Serge? Je rajouterai simplement une chose, c'est que, à mon avis,
en deçà de 60 chambres, on peut éventuellement se passer d'une lingère, à condition d'avoir une personne qui va plus ou moins occuper cette fonction. Mais à partir de 60 chambres, il faut absolument une lingère, sinon vous ne pourrez pas vous en sortir. Ou alors ça sera un petit peu panique. D'accord. Je voudrais juste, parce que j'ai parlé de la gouvernante générale, mais la lingère, son rôle, ça va être soit de... Comment dire, une femme de chambre qui va faire 2 heures, qui va juste laver les mops et les serviettes dans la petite machine à laver. Soit ça peut être une vraie lingère qui va elle, gérer les uniformes, le rendu, la qualité, gérer les sous-traitants justement extérieurs. Elle va gérer les stocks de linge, elle va soit acheter le linge, soit dire à la gouvernante générale « j'ai besoin de 50 serviettes, il me manque des carrés visage ». Une lingère peut avoir plein de rôles, mais c'est pareil, c'est comme la gouvernante générale, d'un hôtel à un autre, y compris dans le même groupe. On peut avoir un rôle décisionnel ou seulement consultatif. Moi, en tant que chef lingère, j'ai fait 4 ans de chef lingère en saison d'hiver. J'avais un rôle décisionnel. Et je pouvais dire à la gouvernante générale ou au directeur d'hébergement, bah, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, c'est moi qui vais remonter le linge en chambre auprès de mes clients. Alors que la personne qui me remplace aujourd'hui, elle a un rôle consultatif. Donc voilà. D'accord. Certains hôtels proposent également un service pressing. Donc c'est pareil, du coup on internalise cet autre type de prestation. Est-ce que c'est pertinent et comment est-ce qu'on met ça en œuvre au-delà du coup de la buanderie intégrée qui sert peut-être davantage à traiter le linge plat? Du coup, oui. En fait, finalement, on retrouve un peu les mêmes intérêts que ce qu'on disait précédemment. C'est qu'avoir un pressing intégré permet d'avoir les mêmes avantages. C'est-à-dire qu'il y a des notions de coût. Finalement, je vais pouvoir traiter moi-même mon linge, donc maîtriser mes coûts, etc. Je vais pouvoir justement avoir du personnel qui sera qualifié et qui va progresser aussi. C'est assez intéressant. Ça responsabilise le personnel et ça les fait monter en compétences. Et c'est surtout que ça permet d'améliorer aussi le qualitatif pour l'hôtel. C'est qu'au moins, je suis vraiment maître de mon process et de mon résultat. Par contre, c'est ce qu'on appelle le valet service. Ça dépend des catégories d'hôtels. En général, la partie pressing dans un hôtel comme ça, qui assurait le linge client, on est là sur du 5 étoiles, un peu de 4 étoiles sur certaines grosses unités. Le palace, c'est obligatoire. L'externalisation ou l'internalisation, ça dépend vraiment en fait de la politique commerciale de l'hôtel. Des fois, c'est même plus simple, même si on a le matériel qui est en place, de l'externaliser parce que c'est une question d'assurance. Il vaut mieux faire traiter une robe Louis Vuitton par le pressing extérieur qui est en solvant qu'en interne parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de son process d'aquanettoyage. Ça, voilà. La partie pressing demande plus de technicité que la partie lingerie, blanchisserie, traiter des draps, des éponges. Voilà, même si on a une sécheuse repasseuse, on met quelqu'un qui n'a pas spécialement de compétences, sans vouloir dénigrer le métier, hein, mais engager des draps, voilà, il n'y a pas besoin de compétences. Repasser je reprends sur la robe Louis Vuitton en cuir et en soie, là, ça demande une technicité qu'une saisonnière ou un saisonnier n'a pas toujours. Donc il faut vraiment être sûr de son équipe et souvent, pour l'externalisation ou l'internalisation de la partie pressing, ça dépend des compétences de son personnel. Le choix se fait par rapport à ça, très souvent. Et du coup, du matériel surtout. C'est pas du tout Une bonne machine d'aquanettoyage, on peut faire du valet pressing en interne. Et un bon choix lessiviel. Serge, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je suis totalement contre le pressing dans l'hôtel. Par expérience, je crois que déjà en France, je dirais, le linge laissé au pressing dans un hôtel, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, contrairement à ce qu'on voit en Asie ou aux États-Unis. Donc, partant de là, à investir dans du matériel qui coûte très cher pour finalement peu de clients, je ne pense pas. Et comme le dit Pascal, en plus, c'est un métier spécifique. Donc, moi, j'en vois pas l'intérêt. Moi, je rebondis sur le côté où ça dépend vraiment de la catégorie de l'hôtel. Sur un 5 étoiles ou sur un palace, je suis d'accord. Mais du coup, dans la mesure où, effectivement, puisque ça nécessite des compétences spécifiques, il y a bien une formation à minima. Il y a une formation à minima, il y a des compétences à minima et ça peut être un service rentable.
Sur un de mes hôtels clients réguliers où je vais tous les hivers, ça a été un de mes plus beaux compliments il y a 2 ans, quand la gouvernante générale, en fin de saison, je prends des nouvelles et elle me dit on a augmenté notre chiffre de 28%. Donc vous revenez l'année prochaine. Sur cette prestation. Sur la partie service pressing. D'accord. Après, j'ai envie de dire qu'on a fait un atelier hier sur comment diversifier ses activités quand on est un pressing. Donc, libre également aux exploitants de pressing d'aller démarcher des hôtels pour monter des partenariats ou en tout cas s'associer commercialement afin que les hôtels puissent être en capacité de proposer une prestation externe mais maîtrisée. C'est aussi une piste, effectivement. Tout à fait. D'accord. Autre question. Comment est-ce qu'on peut réduire l'impact environnemental de la gestion du linge d'un établissement? Louis? Alors du coup, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est que la réduction, déjà, elle se fait parce que la blanchisserie est en interne. Donc on limite déjà tout ce transport de linge. L'impact environnemental, il peut se faire aussi sur la partie chimie. Donc trouver de la chimie qui est éco-labellisée ou éco-certifiée. Ça peut être aussi par des machines qui sont plus récentes, professionnelles évidemment comme on l'a dit tout à l'heure, mais surtout qui respectent justement des consommations très faibles. Ça s'explique aussi par un bon process qui permet d'optimiser les taux de chargement au maximum de ce que le drap peut prendre. Parce que du coup, suivant les types de draps, on ne cherche pas la machine à 100% de sa capacité. Et justement bien dimensionner le matériel, avoir la bonne machine calibrée par rapport aux besoins. Pas besoin d'avoir un séchoir 2 fois plus grand ou à l'inverse tout juste au niveau de la capacité. On adapte vraiment en fonction des besoins pour justement limiter tout ce qui est les consommations d'énergie électrique, d'eau et même de temps. Pascal? Non? Serge? Non plus? Non. D'accord. Alors on a parlé un petit peu dans d'autres ateliers et tables rondes également de la question de la traçabilité. Dans un hôtel, comment est-ce qu'on gère ça? Parce qu'en fait, c'est évident qu'il faut s'assurer d'une bonne rotation des stocks, malgré tout. Il ne s'agirait pas d'utiliser constamment les mêmes serviettes, les mêmes peignoirs, les mêmes draps, puisque après, on est sur un taux d'usure et je pense que ça crée un déséquilibre. Moi, je ne suis pas une experte, mais bon, dans la gestion du linge, voilà, en quoi est-ce que développer, mettre en place un outil de traçabilité, ça a aussi du sens? Serge? Déjà, le fait que le linge ne sorte pas de l'hôtel, ça évite un certain nombre de disparitions. À condition de mettre un portique à l'entrée, voilà. Alors. À côté de ça, je dirais que si vous êtes en blanchissage, donc le linge vous appartient. Si vous êtes dans un palace ou dans un 5 ou en 4 étoiles, les pertes ou les vols de linge peuvent vous coûter cher. Moi, dans ce cas-là, je préconise la RFID qui va vous permettre de suivre correctement au quotidien votre linge et d'avoir des inventaires permanents. Mais ça vaut le coup, à mon avis, là aussi, au-delà de 60-80 chambres, et pour du linge qui coûte assez cher. Si vous avez un 2 étoiles ou un 3 étoiles, je ne suis pas certain que ça vaille le coup de mettre un système de RFID. Et à ce moment-là, il faut faire des inventaires, comme on le faisait tous avant, et puis voilà. Pascal, tu voulais réagir? Oui, j'allais parler aussi des puces RFID. Après, on parlait de jeux de linge. Un hôtel qui a son propre linge et qui est en blanchisserie interne, on dit toujours qu'il a entre 3 et 4 jeux, en fait. C'est la quantité de linge par chambre. À partir du moment donné où il passe avec un sous-traitant extérieur, souvent, il a entre 5 et 6 jeux. Voilà. Pour éviter les pertes. De plus en plus d'hôtels passent aux puces RFID, même en interne, pour éviter les vols des collaborateurs. Parce que ça se fait de plus en plus. Voilà. Donc moi j'ai vu un hôtel qui est tout passé en puce RFID, pas parce qu'il a un manque de confiance dans ses clients, mais justement parce qu'ils se sont rendus compte... Bon, c'était pas un hôtel en France. Donc, la gestion du linge aussi, on peut voir la rotation du linge quand le linge est brodé aussi avec son année de fabrication. Donc, on sait, vous avez sur certaines serviettes, sur une marque, dans un angle, vous avez écrit 16. En fait, la serviette a été créée en 2016. Ça permet à l'hôtel de voir que la serviette créée en 2016, elle va avoir une durée de vie de 5 ans ou de 6 ans. Dans 6 ans, elle va devenir des chiffons. Et on fait un achat régulier de linge.
Si votre linge est pucé, vous savez exactement combien de fois il a été lavé. Et ça vous permet justement de vérifier en permanence donc, vos stocks et de faire en sorte d'avoir une certaine homogénéité dans le linge. Et la pire des choses, c'est d'avoir dans la même chambre une éponge qui a 30 lavages à côté d'une qui en a déjà 120. Oui, effectivement, ça aussi, c'est du vécu. Et alors, je voudrais dire une chose par rapport... Je ne vais pas me faire des amis chez les blanchisseurs, mais c'est vrai qu'on parle de 3 jeux en interne, on parle de 4 jeux, 5 jeux, et vous en avez même qui vous disent qu'ils vous mettent 6 ou 7 jeux, mais c'est du pipeau. En fait, c'est souvent du linge fongible, et en fait, ils vont mettre 12 ou 13 ou 14 jeux, mais pour 3 ou 4 hôtels. Donc si vous faites le compte, finalement, vous avez 3 jeux, pas plus, même s'ils en annoncent davantage. Ok. Alors, une dernière question, parce qu'on arrive déjà au bout de cette table ronde. Qu'est-ce que je vais vous demander? J'en avais plein encore, en fait. Qu'est-ce que je vais vous demander? Eh ben, voilà, on va partir là-dessus Quel conseil, en définitive, est-ce que vous donneriez pour optimiser le processus de blanchisserie dans un hôtel ou dans un restaurant? Et comment est-ce qu'on peut évaluer et s'assurer d'une amélioration continue de ce service au sein de l'établissement? C'est pas si simple. Alors, le conseil, déjà, c'est de bien connaître le linge qu'on va traiter, encore une fois, de manière à pouvoir bien conseiller derrière et préconiser le bon matériel, le bon process. Et comme on l'a vu tout au long de la discussion, il y a vraiment des process qui peuvent être différents d'un hôtel à l'autre. Donc en fait, la solution standardisée n'existe pas et dépendra vraiment de l'établissement et de ce qu'on a envie d'en faire. Pour autant, voilà, nous, si on doit vraiment donner des petits tips, c'est quand même, il y a toujours une notion de place dans tous les cas. Et une notion de personnel, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir tout internaliser dans 5 mètres carrés, ça on oublie, au même titre qu'on ne va pas pouvoir traiter du linge avec 2 heures de temps de TP par jour. Impossible de pouvoir tout traiter avec ça. Donc une fois qu'on a mis ça en place, on peut derrière trouver des solutions de matériel, de chimie, etc. Et de pouvoir assurer justement une internalisation réussie. Pascal ? Pour moi, c'est le choix du matériel est important, le choix de ces produits lessiviels. Le choix, en achetant le matériel, c'est le service après-vente aussi. On achète son matériel avec le service après-vente. Et la maintenance? Oui, et la maintenance. On n'achète pas, quand on achète une machine, c'est pareil, c'est du vécu. Un client qui me demande conseil sur une machine qui était aux enchères parce qu'elle n'était pas très chère, et je lui ai fait juste remarquer que c'était bien, mais qu'il n'aurait personne pour la réparer derrière. Parce que son service après-vente, son service de maintenance vendait une autre marque, donc il n'allait pas se déplacer. Et la formation du personnel, que ce soit une formation régulière ou une formation impromptue, parce qu'on va changer du matériel, on va changer de process. Le nettoyage à sec est toujours autorisé en milieu hôtelier, mais ça demande des formations sur l'arrêté type 2345. On est sur la même réglementation qu'un pressing lambda, sans vouloir. Donc il faut former son personnel. Et pour l'implantation du matériel, le choix du service après-vente, le choix des produits lessiviels, s'adresser à des experts du milieu de la blanchisserie, à des experts du milieu de l'entretien du linge. Serge, le mot de la fin pour vous? Moi, j'ai plutôt envie de répondre différemment, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'écoute. Aujourd'hui, travailler en location blanchisserie, ça a un coût. Travailler en blanchissage avec un fournisseur, c'est environ 15% moins cher, parce que c'est le coût de la location du linge en moins. Est-ce qu'on sait globalement combien ça représente le coût, comme ça, justement, de la gestion du linge dans un hôtel? C'est pas 30%, ça peut représenter jusqu'à 30% de son budget? Alors, c'est derrière le personnel et l'énergie, c'est la plus grosse facture d'un hôtel. Donc, il est derrière important, le personnel et l'énergie. Il est important de s'en occuper. C'est pour ça que je crois qu'il est important de parler d'écoute. Donc aujourd'hui, le fait d'être en blanchissage et non pas en location, c'est entre 15 et 20% moins cher. Et si vous passez en interne, il faut compter entre 10 et 15% moins cher que le blanchissage. Mais attention, il faut acheter le matériel. Il y a l'investissement initial quand même. Il faut acheter le matériel et puis il faut acheter également les éponges. C'est ça, il ne faut pas l'oublier. Aussi. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances et votre expertise sur ce sujet. Je donne la parole à la salle s'il y a des questions. N'hésitez pas à vous manifester. Ne soyez pas timide. Pas de questions? Très bien. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, je vous libère et je vous souhaite une très belle visite du salon et je remercie encore une fois mes intervenants d'être venus. Merci à tous.